Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 13 décembre 2022, avec la sociologue et politologue Anna Colin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Elle y présentait ce jour-là en dialogue avec Natacha Laurent, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès, son ouvrage « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », paru aux éditions du Seuil. Nous recevons Anna Colin-Lebedev ce soir pour ce livre important, très synthétique et qui permet d'avoir une vue, si tant est qu'on puisse avoir vraiment une vue sur tout ça, mais déjà voilà, ça nous donne une plus belle approche, une meilleure connaissance de ce qui aura précédé, ce qui nous étreint tous, de l'Oural jusqu'à l'Alaska, mais dans l'autre sens, évidemment, dans cette période très compliquée, très difficile. Alors vous le savez, à Ombre Blanche, nous ayons depuis longtemps à ce que la Russie, la soviétologie, le RSS, enfin toutes ces histoires et leurs écrivains soient aussi présents que possible. Et donc nous invitons le plus possible autour de cette grande civilisation, de cette culture et de cette langue. Je crois qu'il sera beaucoup question de langue dans la rencontre de tout de suite. Et évidemment, souvent et dans ces circonstances, Natacha Laurent nous accompagne. Elle enseigne l'histoire de la Russie et particulièrement du cinéma russe à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Et puis, nous avons cette chose en commun qui est l'histoire à venir, dans laquelle d'ailleurs, nous convions à avoir un regard, nous convions le public à avoir un regard sur ce continent, cette histoire. Et puis aujourd'hui, cette tragédie, enfin, je crois que personne n'a de nom, on essaiera peut-être dans l'heure qui vient de trouver des mots et des adjectifs. Voilà, je vais laisser Natacha présenter Anna Colin-Lebedev et puis tout de suite le dialogue va se faire. Je remercie évidemment les éditions du Seuil d'avoir permis cette rencontre ce soir. Et puis je pense que l'année prochaine, il y a évidemment sur le sujet, on va dire heureusement et aussi malheureusement, il y en aura d'autres. Voilà, vous serez avertis à temps. Merci. Bonsoir à tous. Merci Christian pour ton accueil. Merci beaucoup à Anna Colin-Lebedev de faire ce petit détour par Toulouse pour nous présenter son livre. Donc je vous présente très rapidement. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris X en sciences politiques. Vos travaux portent, on va dire, sur les sociétés post-soviétiques pour faire court, en particulier sur les conflits armés et sur les mémoires des conflits armés, mais aussi sur toutes les dimensions, toutes les actions de protestation que les sociétés post-soviétiques peuvent générer. D'ailleurs, votre thèse à Sciences Po avait porté aussi sur cette dimension des conflits et sur les fameux comités de mères de soldats dont il sera, j'imagine, à nouveau question. Alors vous dites dans votre introduction, et je trouve ça assez émouvant, vous dites qu'en fait l'immense chance que vous avez eue, ça a été de travailler sur l'Ukraine. Voilà, ça a été au milieu des années 2010 à peu près, mais avant vous avez aussi travaillé en Biélorussie, vous avez fait des nombreuses missions à Kiev, vous menez des entretiens, etc. Donc il y a aussi une proximité de terrain. Et puis vous avez votre itinéraire personnel, alors on n'en parlera pas beaucoup, mais vous en parlez de façon très, très directe, très simple en même temps dans l'introduction, et c'est assez rare dans un ouvrage de sciences sociales, de sciences humaines. Vous êtes né à Moscou et vous êtes arrivé en France à l'âge de 14 ans avec vos parents, et vous dites que voilà, vous avez à la fois des origines russes, ukrainiennes, juives, donc voilà, cet univers vous est aussi familier par une culture familiale. Et puis, on est nombreux, je pense, dans la salle à vous suivre depuis le 24 février, puisque vous êtes beaucoup intervenu, vous avez pris beaucoup la parole pour essayer de nous expliquer à nous, Français, les enjeux de cette guerre. Alors peut-être, Anna, commencer simplement par le titre, qui est un très beau titre, « Jamais frères », avec un point d'interrogation qui laisse peut-être planer quand même une ouverture. Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. Alors pourquoi ce terme de frère, jamais, ou voilà.
Merci beaucoup. Je suis vraiment très très heureuse d'être ici et très heureuse qu'on puisse avoir cette conversation. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là. Alors le titre, il est pour ceux qui ont eu l'occasion de jeter un œil sur le bouquin. En fait, dès qu'on ouvre à la première page, on comprend le titre puisque je mets en fait non pas en comparaison, non pas en équilibre, mais disons je mets en exergue 2 citations au tout début du bouquin. Un extrait d'un poème écrit par une jeune poétesse ukrainienne en 2014. Le poème s'appelle Nous ne serons jamais frères. Il n'y a pas de point d'interrogation dans le sien, où elle dit nous ne serons jamais frères, ni de même patrie, ni de même mère, et puis ça continue comme ça. Et puis en deuxième citation, j'ai placé un extrait du discours de Vladimir Poutine qui fait partie de ce qui justifie en fait l'invasion lancée en février 2022, où il dit non seulement nous sommes des peuples frères, mais il dit nous sommes un même peuple. Et je dirais que voilà, pour moi, il y avait quelque chose à décoder là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette affirmation de fraternité qui justifie une attaque armée de la part du pouvoir russe, et qu'est-ce qu'il y avait aussi du côté de cette jeunesse ukrainienne qui permettait de dire non, en fait, non, jamais, plus jamais. Alors le point d'interrogation, c'est le mot-clé du titre, en fait. Ça marche surtout en français, je pense que dans d'autres langues, ça marche un petit peu moins bien, mais dans Jamais frère, il y a plus jamais, effectivement, et on peut poser la question, est-ce que cette proximité qu'il a pu y avoir peut un jour être retrouvée, mais en même temps, est-ce que ces 2 pays ont jamais été frères? Et là, effectivement, là, on peut creuser et on peut ajouter de la complexité, on peut ajouter de la nuance, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, d'où le titre et d'où le point d'interrogation. Alors, le sous-titre, lui, il est de l'éditeur, et je les ai laissés faire. Voilà, la fameuse tragédie post-soviétique. Alors, votre livre, vous le dites aussi clairement, il est centré sur le XXe siècle. Vous ne vous préoccupez pas, vous ne remontez pas plus loin. Et ce qui est je trouve très intéressant, et vous venez de commencer à nous l'expliquer, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous essayez à la fois de dénouer ce qui unit, ce qui a uni, je ne sais pas à quel temps il faut parler, ce qui unit la Russie et l'Ukraine, et en même temps ce qui les sépare. Donc, ce qui vous intéresse, c'est aussi l'une des thématiques de notre laboratoire Framespa en ce moment, c'est de travailler sur les logiques du commun finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu en commun? Quels ont été les processus qui ont permis de construire quelque chose de commun? Et qu'est-ce qui finalement détruit ce commun? Alors votre livre est organisé en trois parties avec un regard sur l'histoire et puis on va dire une analyse qui est à mon avis plus qu'une synthèse. À un moment vous dites que c'est une synthèse, mais je pense que c'est plus qu'une synthèse parce que les deux parties qui ont plus trait, on va dire, au présent sont très, à mon avis, très poussées, synthétiques mais en même temps très poussées. Peut-être commencer par le début et puis par cette expérience soviétique qui est quand même un gros morceau à la fois de ce qui unit et de ce qui sépare. Vous expliquez au début de votre livre que les rapports de ces 2 sociétés à l'expérience soviétique sont de plus en plus différents. Qu'il y a d'un côté la Russie une forme d'amnésie organisée, dans tous les cas, qui ouvre la voie du coup à un récit officiel de l'expérience soviétique, et qu'en Ukraine, c'est tout à fait différent. Et là, on commence à comprendre qu'il y a eu une expérience commune, mais en fait, il y a aujourd'hui des discours sur cette expérience qui sont différents. Vous pouvez revenir là-dessus, sur justement cette question d'amnésie. Je trouvais ça très intéressant de mettre en opposition cette amnésie en Russie et cette construction de mémoire au pluriel en Ukraine. Mon point de départ, il est contemporain. Je ne suis pas historienne. Moi, ma spécialité, c'est la sociologie politique. Et donc, du coup, je pars forcément de la manière dont les sociétés aujourd'hui, en fait, reconsidèrent leur histoire. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il était important de parler d'histoire, et pas seulement de mémoire, en fait, des événements historiques, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au cours du XXe siècle dans ces régions russes et ukrainiennes. C'est parce que l'histoire est au cœur du projet d'agression armée de Vladimir Poutine. Notre collègue historien Nicolas Vert a sorti au début de la guerre un petit tract Gallimard qui s'intitule « Poutine, historien en chef ». Où il montre en fait la manière dont le pouvoir poutinien se saisit de l'histoire, instrumentalise l'histoire et effectivement exerce cette amnésie que des historiens et des défenseurs des droits de l'homme ont qualifié de crime contre l'histoire. Je pense que voilà, il n'y a pas de qualification juridique de crime contre l'histoire, mais néanmoins, c'est un élément important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, aussi parce que nous, on est, je pense, sensibles à un certain nombre de récits historiques qui circulent sur la Russie et sur l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui est central en fait là-dedans? Il y a un élément central qui est l'histoire
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que nous, on est extrêmement sensibles à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et notamment ces dimensions qui sont les dimensions de violence collective et de Shoah. Et de fait, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est complexe sur tout le territoire de l'Union soviétique, mais il est complexe de manière différente sur le territoire russe et sur le territoire ukrainien, et notamment pour ce qui concerne l'Ukraine dans les régions qui sont annexées par l'Union soviétique à la vertu du pacte germano-soviétique au tout début de la guerre. Et donc forcément, leur vision de ce qui est en train de se passer n'est pas tout à fait la même que celle du russe du fin fond de la Russie ou de quelqu'un qui va être plus près de l'Asie centrale. Et bien évidemment, l'expérience va être différente aussi du côté des États baltes, où dont les territoires sont aussi annexés à ce moment-là. Donc voilà, on a une histoire compliquée avec des histoires de collaboration qui sont là, qui s'imbriquent avec des histoires de combat national, parce que l'un et l'autre, par exemple en Ukraine, vont souvent de pair. On collabore avec les nazis, un certain nombre d'Ukrainiens vont collaborer avec les nazis en disant notre principal ennemi, c'est l'Union soviétique, ce n'est pas l'Allemagne, c'est eux qui sont l'oppresseur, donc c'est contre eux qu'on doit chercher un allié, avec d'autres logiques de collaboration que l'on retrouve partout, je dirais, dans ces régions d'Europe centrale et d'Europe du Nord et d'Europe du Sud au moment de la guerre. Voilà, une histoire extrêmement complexe. Alors, ce qui fait la différence, je dirais, c'est effectivement la manière dont les deux sociétés, russes et ukrainiennes, ont traité cette histoire. C'est-à-dire que du côté ukrainien, c'est compliqué. C'est compliqué quand les personnalités qui sont celles qui représentent le combat pour votre indépendance et pour votre construction nationale sont en même temps des gens qui ont eux-mêmes participé à des massacres et à des violences de masse, ou autour de qui il y a eu des gens qui ont participé, par exemple, à la Shoah. C'est compliqué et ça provoque, je dirais, du débat historique et du débat dans la société tout au long des années 90, 2000, 2010, avec une société qui s'interroge, avec des historiens qui se tapent dessus. Mais vous voyez, les historiens qui se tapent dessus, ça veut dire qu'une parole peut être dite. Alors, on affiche un portrait du leader nationaliste Bandera, puis on enlève le portrait du leader nationaliste Bandera. On met une statue, puis on proteste contre l'établissement de la statue. C'est une société qui lutte un peu avec son passé, mais disons, qui est prête à embrasser différentes mémoires et à se dire que la mémoire des 4 millions des combattants au sein de l'armée rouge, elle existe, et elle existe en même temps que la mémoire des 200 000 Ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis. Vous voyez ? Alors que du côté russe, en fait, après des années 90, on a commencé à écrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment en critiquant la manière dont le pouvoir soviétique avait géré cette guerre et avait sacrifié un grand nombre de citoyens soviétiques. À partir de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, en fait, il refait de cette histoire, comme c'était le cas à l'époque soviétique, un grand récit uniformisateur de quelque chose dont la Russie doit être fière, avec un discours de la Russie qui a sauvé le monde du nazisme. Tous les autres qui auraient participé, leur rôle est plutôt minimisé. Et puis surtout une histoire où le soldat soviétique est l'équivalent du soldat russe. Il y a une équivalence entre les deux. Et le soldat russe n'a fait que le bien autour de lui. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de violence, il n'y a aucune logique complexe. Alors même que, vous voyez, sur le territoire russe, c'est très compliqué également, notamment parce qu'il y a eu la phase des répressions du régime stalinien et qu'un certain nombre de personnes jetées sur le front, on leur demande de défendre un État qui a tué leurs parents, qui les a eux-mêmes envoyés en déportation. Donc voilà, tout ça n'est pas simple. Et donc ça crée effectivement une sorte d'amnésie collective, d'idée qu'on représente les forces du bien contre les autres qui représentent les forces du mal. Et dans les autres, il y a les Ukrainiens. Et pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est que ce récit simplificateur a été tellement répété, introduit dans les programmes scolaires, fixé légalement, que lorsque Poutine dit « Eh bien, en fait, l'Ukraine est aujourd'hui peuplée de néo-nazis, nous devons refaire le même combat que celui que nous avons fait dans la Seconde Guerre mondiale et nous serons à nouveau victorieux sur le nazisme », la population suit parce que l'amnésie est là. Et je dirais, les responsabilités n'ont tellement pas été questionnées que pour beaucoup de personnes se conjuguent des mécanismes conscients et des mécanismes inconscients. Des choses qu'on est prêt en fait à admettre et à suivre parce que ça réactive aussi un certain nombre de choses du passé. Ce que vous dites, Anna, c'est qu'en fait, parce que ça nous étonne beaucoup, enfin ça nous a beaucoup étonné en tous les cas au début de la guerre, ce discours de dénazification de l'Ukraine, que l'Ukraine est nazie, etc. On avait du mal en France à comprendre comment un tel discours pouvait fonctionner. Non pas comment il pouvait exister, mais comment il pouvait fonctionner. Et ce que vous montrez, c'est qu'en fait, c'est le résultat de au moins 20 ans d'organisation d'une certaine amnésie, ou pour le dire autrement, de l'écriture d'un récit officiel manichéen qui oppose nous et les autres. C'est ça, en fait.
Oui, alors c'est vrai que quand Poutine déclare la dénazification, ils ont relativement vite abandonné ce terme parce que les Russes comprenaient pas exactement ce que ça voulait dire. Ça marchait pas, quoi. C'était, voilà, conceptuellement, c'était pas bon. Mais effectivement, il y a l'écriture d'un récit national. Il y a aussi les programmes scolaires. C'est important, ça, les programmes scolaires. Et puis il y a aussi une transformation, je pense, de la manière dont on s'est souvenu de la guerre dans l'espace public. Dans les années 90, 2000, 2010, on est dans la commémoration. Un peu comme on peut être dans la commémoration ici, c'est-à-dire on se rappelle de ceux qui sont tombés et on dit plus jamais. Hein. Et en fait, il y a un basculement à un moment donné, et là on n'est plus du tout uniquement dans l'histoire, mais déjà dans de l'utilisation de l'histoire, où on passe du plus jamais à on peut le refaire. Et ça, nous l'avons observé vraiment avec effroi aux alentours de... En fait, ça commence avec, à peu près avec la guerre dans le Donbass. Hein. Vers 2014, 2015, nous voyons apparaître des slogans, des pancartes, des stickers que les gens mettent sur leur voiture, où on voit, en fait, c'est des choses extrêmement grossières dans leur réalisation et très violentes dans le message. Nous voyons, par exemple, des images de missiles avec indiqué sur le missile direction Berlin, et ça c'est collé sur avec pour slogan 1941-1945 qui sont les dates en fait soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. 41-45, nous pouvons le refaire. Ou plus violent encore, nous avons une image de faucille et de marteau qui est en train de violer une croix gammée. Vous voyez, l'imaginaire est fort. Et pareil, nous pouvons le refaire. Donc je dirais ce passage vers un discours d'une grande violence. Moi, par exemple, en tant que chercheuse, j'ai toujours eu énormément de mal à l'interpréter. C'est-à-dire que si, vous voyez, même à en parler en conférence. Avant la guerre, j'en aurais pas parlé dans une conférence comme ça en me disant, bon, en fait, je suis en train de décrire un truc un peu extrémiste. C'est pas la peine non plus de donner l'image d'une société qui est prête à toutes les violences. Peut-être que nous surinvestissons dans ces images qui circulent. Aujourd'hui, je pense alors peut-être que nous surinvestissons aujourd'hui dans ce type d'images et la manière dont elles ont marché, mais c'est sûr qu'il y a eu effectivement à la fois l'imprégnation des récits historiques et une montée de messages violents que nous avons observés sans pouvoir en fait anticiper ce qu'elle aurait comme portée dans la réaction notamment de la société russe à la guerre. Alors vous écrivez à un moment, dans les pays issus de la dissolution de l'Union soviétique, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas un récit, elle est un champ de bataille. Et ça, je trouve que c'est une phrase très forte et qui dit bien justement qu'en fait c'est un lieu de conflictualité fondamentalement et que c'est une conflictualité mémorielle, mais qui provoque de l'action et qui induit aussi des comportements, des pratiques, des attitudes. Alors, je ne dis pas pour en finir, mais l'autre dimension très importante de cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est les mémoires de la Shoah, qui là aussi divergent complètement et qui sont encore une fois au cœur de cette fracture qui est en train de s'opérer entre Russie et Ukraine. Oui, alors c'est vrai que dans le bouquin, il y a un chapitre sur l'histoire et la mémoire de la Shoah dans les deux sociétés. Je ne pense pas que l'histoire et la mémoire de la Shoah soient indispensables pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans cette guerre. Néanmoins, j'ai tenu à ajouter ce chapitre parce qu'il répond à des clichés qui circulent beaucoup dans les pays occidentaux et qui sont notamment extrêmement présents en France, des Ukrainiens qui seraient du côté des bourreaux dans la Shoah. Et en fait, si on vous pose la question, et les Russes, en fait, je pense qu'aucun d'entre vous n'a la réponse, en réalité, à la question. Et là aussi, nous avons une différence fondamentale, c'est-à-dire qu'on a un récit sur la Shoah qui a été, entre autres, véhiculé et entretenu par l'Union soviétique et par la Russie ensuite, qui ont souvent mis en lumière, par exemple, des procès contre des collaborateurs, des personnels de camps nazis ukrainiens, et qui ont bien fait en sorte que dans les pays occidentaux, cette histoire-là soit connue. Et en même temps, en Russie, on est dans la continuité parfaite de l'Union soviétique, dans la vision soviétique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La Shoah n'existe pas. Quand je dis la Shoah n'existe pas, c'est pas elle est minimisée, etc. Ça n'existe pas. C'est un chapitre qui n'a pas sa place parce qu'il n'y a qu'une seule victime. C'est le peuple soviétique, les citoyens soviétiques pacifiques, victimes de la barbarie nazie. Alors, lorsque les deux sociétés s'ouvrent à la fin de l'Union soviétique, il y a une prise en compte, effectivement, la Shoah revient dans le récit historique, notamment via, je dirais, l'étranger. Et les communautés juives et étrangères ont joué un rôle important dans l'écriture de l'histoire de la Shoah sur ces territoires. L'essentiel de la première phase de l'Holocauste, la Shoah par balle, s'est passé sur le territoire de la Pologne, des pays baltes et de l'Ukraine. Donc on est vraiment au cœur, effectivement, vous voyez, une très grande part des victimes sont mortes sur ces territoires-là, donc forcément cette histoire-là est plus intense du côté ukrainien, elle est plus intense aussi, mais l'Ukraine a également été vidée complètement de sa population juive, non seulement par la Shoah, mais par l'émigration ensuite, c'est-à-dire que ceux qui restaient en fait sont partis, et donc c'était compliqué aussi pour l'Ukraine d'écrire la mémoire de la Shoah,
Parce qu'il n'y avait pas grand monde pour l'écrire, il n'y avait pas grand monde pour la porter. Il y avait des ruines de synagogues magnifiques partout. On peut reconstruire une synagogue, mais qui va y aller s'il n'y a plus du tout de communauté juive? Et jusqu'à quel point, à un moment donné, j'avais un collègue historien qui m'a dit, on se baladait dans une ville dans l'ouest de l'Ukraine, partout, ce sont des lieux de massacre. Ici, il y a le lieu où ont été exécutés les Juifs. Là, il y a eu un pogrom. Là, tu avais le cimetière polonais. Sous le stade, tu avais le vieux cimetière juif. À un moment donné, dans une ville, si tout est cimetière et lieu de massacre, comment est-ce qu'on vit ? Donc, il y a eu une espèce d'amnésie aussi qui est expliquée par ça. Or, la Russie, quant à elle, en fait, a complètement effacé cette mémoire de la Shoah. Les sites majeurs de l'Holocauste sur le territoire russe sont laissés quasiment à l'abandon, ou alors, quand il y a des mémoriaux qui ont été installés à l'époque soviétique, disons, ça minimise complètement la place des Juifs, et les Russes, aujourd'hui, ne savent pas ce qu'est la Shoah. Un Ukrainien sait ce qu'est la Shoah. Et il connaît un peu l'histoire. Le Russe, lui, ne sait pas. En 2010, j'avais écrit un petit texte sur une émission de télévision. J'en ai pas parlé dans le bouquin, mais à l'époque, ça avait été extrêmement choquant. C'était une émission de télévision de divertissement, vous voyez, où il y a des gens qui doivent répondre à des questions pour gagner des prix, quoi. Enfin, de plus en plus, vous connaissez ces trucs-là. Poser une question à 2 jeunes filles. Est-ce que vous connaissez la signification du mot Holocauste ? En utilisant bien le terme qui existe en russe, pas un terme étranger. Et les 2, qui étaient étudiantes à l'université, s'étaient regardées pendant 10 minutes et elles avaient décidé que c'était une colle à papier peint, une marque de colle à papier peint. Et c'était complètement typique de ce qu'un jeune russe moyen sait de l'Holocauste, à savoir rien. Voyez ? Donc là aussi, on a une histoire d'amnésie que nous négligeons souvent parce que le message russe est passé. Voyez ? Nous avons la vision russe où la collaboration est du côté des autres, des Ukrainiens, des Baltes, etc. Et puis du côté russe, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un autre outil extrêmement important de la domination russe qui est la langue. Donc vous y consacrez un long chapitre, qui est un outil à la fois de domination et en même temps de distinction. Et là, vous entrez dans les détails, parce que là aussi, pour un Français, c'est très compliqué de dire comment peut-on être ukrainien et russophone. Si on est russophone, c'est qu'on est russe. Alors, justement, qui décide comment un Ukrainien peut être russophone et se déclarer ukrainien et pas russe ? Alors, facilement. Non, en réalité, cette situation linguistique fait précisément partie des choses que dans cette guerre, on a besoin d'expliquer, parce que les gens comprennent pas trop. On a entendu parler de oppression contre les russophones. On a entendu parler du Donbass peuplé, alors tantôt par les russophones, tantôt par les Russes. Je pense qu'il y a une espèce de mélange comme ça et une confusion. Or, en fait, l'Ukraine est un pays, et pour avoir vécu là-dedans et l'avoir, disons, pris de plein fouet en arrivant, en ne parlant pas ukrainien, j'ai appris l'ukrainien depuis avec un enseignant, donc je le parle pas trop mal. On a un contrat linguistique très particulier. On a un pays bilingue, mais non pas en sens divisé entre une partie qui serait russophone et une partie qui serait ukrainophone, mais bilingue au sens où les 2 langues coexistent, la totalité de la population maîtrise les 2 langues, et les 2 langues coexistent dans une mesure variée selon différents indicateurs. Et la région, effectivement, ça compte. On va avoir une préférence pour la russophonie à l'est et une préférence pour l'ukrainophonie à l'ouest, avant la guerre. La ville et la campagne comptent. On va être plus russophone dans les villes, plus ukrainophone dans les campagnes. L'âge compte. On va être plus russophone quand on est âgé, plus ukrainophone quand on est jeune. Le milieu social compte aussi. Mais alors, il y a une chose qui ne compte pas, c'est la dimension ethnique. Russophone et ukrainophone ne correspond pas à ethniquement russe ou ethniquement ukrainien. C'est vraiment des déterminantes sociales et pas du tout des déterminantes ethniques. Et puis surtout, en fait, le contrat linguistique dans le pays a fonctionné de la manière suivante. Tu parles la langue de ton choix, je te réponds dans la langue du mien. Et ce bilinguisme, en fait, il a donné des choses assez surprenantes. Par exemple, vous avez le manuel scolaire à l'école qui est en ukrainien, mais le prof va faire son cours en russe. Vous voyez, une forme de fluidité, c'est ça ? Une fluidité, et voilà. Un journaliste va poser une question à la télé à son interviewé en russe, et puis l'interviewé va lui répondre en ukrainien. Vous voyez, ça fonctionnait de manière extrêmement souple. Disons, le blocage vient au moment où vous prétendez ne pas comprendre l'autre langue. Ça, ce n'est pas accepté. Et puis, il vient aussi lorsque, dans l'espace public, en fait, on vous force à utiliser une langue plutôt que l'autre. C'est-à-dire, tant que personne ne force l'autre, vous voyez, ça se passe bien. Et effectivement, c'est une situation linguistique que la Russie ne connaît pas, que je pense on ne comprend pas quand on est russe. Parce que l'ukrainien n'est pas intuitif pour un... ça, il faut le rappeler. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas l'ukrainien. Donc ça, c'est clair. Voilà, la distance lexicale entre le russe et l'ukrainien est équivalente à la distance lexicale entre le français et le portugais. Donc, vous voyez, c'est... Alors,
à la décharge de la proximité entre les deux langues. Phonétiquement, les deux langues sont plus proches que le français et le portugais ne le sont, mais vous voyez, d'un point de vue lexical, c'est quand même très, très différent. Quand Poutine parle de l'oppression des russophones du Donbass, je pense qu'un russe ordinaire ne sait pas du tout ce que sont les russophones du Donbass. Vous voyez, il n'a pas la connaissance infuse de cette souplesse linguistique qu'il y a pu y avoir dans le pays. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous rappelez aussi que justement cette fluidité que les Russes ne peuvent pas comprendre, cette fluidité linguistique ne peuvent pas comprendre ou ne veulent pas comprendre, renvoie aussi au fait que la Russie reste fondamentalement une fédération constituée de plusieurs dizaines d'ethnies différentes, avec des langues différentes. Cette fluidité, ils ne peuvent pas l'imaginer pour eux-mêmes. C'est vrai que c'est extrêmement paradoxal. L'Ukraine qui est bilingue, et qui est même multilingue, parce que vous avez d'autres langues minoritaires qui sont parlées, le hongrois, le tatar de Crimée, le roumain, qui sont parlés dans différentes régions, est plutôt plus monolithique ethniquement que ne l'est la Russie, qui officiellement est composée de plus de 180 groupes ethniques, avec plus de 90 langues répertoriées. Mais en fait, tout ça, c'est de la façade. C'est pas de la façade, bien évidemment, mais ça est devenu de la façade du fait d'une homogénéisation linguistique et culturelle qui a été conduite alors par le pouvoir soviétique dans un premier temps, puis par le pouvoir russe dans un deuxième temps. C'est-à-dire que dans les années 90, par exemple, on a en Russie une volonté de réémergence de langues nationales qui ont été tout aussi minorées. Vous voyez, par exemple, le tatar du Tatarstan a été tout aussi minoré dans l'espace public que l'a été à l'époque soviétique l'ukrainien en Ukraine. Mais je dirais qu'en Russie, les langues minoritaires, les politiques conduites vis-à-vis des langues minoritaires et des cultures minoritaires ont été des politiques où tout ça doit partir dans l'espace privé et familial uniquement. C'est-à-dire que l'enseignement en langue locale est quelque chose qui décline d'année en année, qui est dévalorisé, qui est considéré comme quelque chose de plutôt arriéré. La civilisation serait du côté du russe et de la ville, et en fait la campagne et les langues locales seraient du côté de l'arriération. Donc ce qui est très intéressant aussi avec ce qui se passe dans cette guerre, c'est qu'on en parlera peut-être, mais parmi les informations qui ont circulé sur la guerre, on a eu l'idée que le pouvoir russe envoyait combattre essentiellement des minorités ethniques sur le front ukrainien. Ce qui est faux, en fait. Ce qui est faux, mais en revanche, il y a une surreprésentation, effectivement, pour d'autres raisons, pour des raisons socio-économiques, de minorités ethniques sur le terrain ukrainien, et notamment, par exemple, les Bouriates. Vous avez entendu parler de Bouriates. Ce que ça a donné, en fait, en réaction, donc les Bouriates parlent une langue, si je ne me trompe pas, du groupe turc, et sont bouddhistes. Ils sont très différents culturellement, historiquement, mais sont victimes d'un racisme lorsqu'ils pointent leurs différences dans l'espace public, et perdent également de manière croissante leur langue. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, vous avez des mouvements qui émergent en Bouriatie, par exemple, en disant, en fait, quelque part, vous voyez, l'oppression que l'on subit est semblable à celle que subissent les Ukrainiens de la part de Moscou. Cette guerre, en fait, et notamment le focus sur la langue, le russe, la place du russe, etc., ça met la puce à l'oreille à pas mal de gens dans les voisinages de Moscou, à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie, mais en fait, à quoi renvoie, en fait, vous voyez, cette volonté d'imposer le russe et de s'assurer que le russe soit bien présent et dominant. Anna Colin-Lebedev à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 13 décembre 2022 autour de la publication de son livre Jamais frères aux éditions du Seuil. Alors, il y a deux, je ne sais pas comment les appeler, des concepts, des notions qui sont utilisées par Poutine et puis par les autorités. Le monde russe et l'étranger proche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement la différence et comment ces notions sont utilisées ? Alors, il y a un concept qui est chronologiquement antérieur à l'autre. Étranger proche est utilisé pas seulement par Poutine, mais dès les années 1990, en fait. C'est un qualificatif qui va être utilisé de manière assez fine, en fait, pour décrire très précisément ces nouveaux pays indépendants qui faisaient auparavant partie de l'Union soviétique. C'est-à-dire ces pays avec lesquels on a partagé un État et qui tout d'un coup se retrouvent des États indépendants. Et donc, il y a l'idée que les relations avec ces pays-là doivent être un peu différentes, particulières, privilégiées par rapport à d'autres pays qui ont toujours été de l'étranger. Donc c'est étranger et pas vraiment étranger. Alors, il y a eu des tentatives de formaliser ça, par exemple la création de la communauté des États indépendants, qui était une sorte de, vous voyez, je ne saurais même pas vous décrire, d'alliance
d'alliances, d'unions souples, mais dont plein d'États n'y sont pas rentrés. Les États baltes, par exemple, n'y étaient pas. Plein d'États ont rechigné, ont finalement dit non. La Géorgie et l'Ukraine en ont fait partie. Et donc, en fait, ça s'est un peu délité. Mais ce qui reste, je pense, c'est cette idée qui ne se résume pas à la zone tampon. Vous voyez, l'étranger proche, c'est pas juste la zone tampon de la Russie par rapport à son voisinage, c'est l'idée du lien intrinsèque. L'idée du lien intrinsèque qu'il y aurait du fait de l'histoire commune, du fait de la russophonie et de la culture commune, et donc la politique devrait être particulière. Je pense que l'État russe a raté en fait sa politique de l'étranger proche. Si l'idée était de créer un lien particulier, eh bien voilà, le lien va être très divers selon les configurations politiques. Alors monde russe, c'est encore autre chose parce qu'on ajoute en fait monde russe, c'est au singulier, il faut le dire. Oui, c'est le monde russe. Le monde russe. Et le monde russe, et comme la Russie, il n'a pas de frontières. C'est-à-dire que potentiellement, le monde russe est ici également, vous voyez ? Non, mais ça a fait un petit peu grincer des dents à un moment donné. Mais par exemple, le pouvoir russe a eu, il y a quelques années, avant le début de la guerre, donc aux alentours des années 2000-2010, toute une politique de développement, je dirais, de lien avec les communautés d'origine russe, ou même d'origine soviétique, c'est-à-dire d'autres États, dans les pays d'Europe occidentale, à travers la création de comités de compatriotes, enfin d'unions de compatriotes, qui étaient des sortes d'associations dans lesquelles on demandait à qui veut bien d'entrer, mais aussi par des injections financières. C'est-à-dire que l'État russe a donné des subventions alors aux écoles et aux universités où on enseignait la langue russe. Et là, je dirais que, vous voyez, par exemple, dans un contexte qui est celui de la France, où l'enseignement du russe a décliné pendant des années et des années, ça a été du pain béni qu'ils arrivent avec des ordinateurs, des trucs. Vous voyez, ça aurait pu être un instrument de soft power très intéressant. On a subventionné tout un tas de centres linguistiques qui donnent des cours de russe aux petits-enfants bilingues, enfin aux enfants de familles bilingues ou mixtes, etc., etc. Donc, il y a eu une tentative de dissémination. Il y a eu des médias en langue russe également qui ont circulé à l'étranger, mais de plus en plus, en fait, je dirais progressivement, surtout depuis 2014, le concept de monde russe est devenu... L'enveloppe économique était toujours là, mais c'était de moins en moins un soft power et de plus en plus un hard power. Avec l'idée que voilà, le monde russe mérite qu'on combatte pour lui et qu'on annexe des territoires pour lui. Et en 2014, lorsque émerge par exemple le discours dans l'est de l'Ukraine de la nouvelle Russie, la Nova Russie, il y a l'idée du monde russe là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a, il y a la Russie historique et puis en fait il y a tous ces territoires qui sont un peu de la Russie aussi. Et donc on y va, on grappille. Alors, ce qui est passionnant, c'est que on suit très bien avec vous depuis 1991 à quel point les deux sociétés se sont éloignées l'une de l'autre. Alors, vous prenez plusieurs thématiques, et notamment, je trouvais ça passionnant, l'attitude par rapport au pouvoir politique et la façon dont les pratiques politiques dans les deux sociétés sont de plus en plus différentes. Vous montrez que justement, en Ukraine, on peut occuper l'espace public et que c'est quelque chose qui, en fait, est devenu impossible en Russie. Alors, moi, je me demandais si c'est devenu impossible en Russie ou si ça l'a toujours été. Ce que vous dites de l'Ukraine, on sent qu'il y a une société qui vraiment sait... alors, je ne sais pas si elle l'a découvert ou si elle l'a pratiqué, mais en tous les cas, elle est capable de sortir dans la rue, de manifester, d'occuper l'espace public, d'être visible dans l'espace public collectivement, ce que ne peut pas ou ne peut plus faire la société russe. Alors, les chemins différents suivis par la Russie et l'Ukraine depuis 30 ans, quelque part, c'est normal et logique. Les 15 pays indépendants issus de l'Union soviétique sont devenus des sociétés radicalement différentes, dans leur fonctionnement politique, sociaux, dans leur rapport à l'État, dans leur fonctionnement économique. Donc, le contraire aurait été étonnant, je dirais, quelque part. Mais le rapport au pouvoir, effectivement, est différent de manière frappante dans les deux sociétés. Et je pense que je ne peux pas l'expliquer. Vous voyez, je pense que pour l'expliquer, il faut il faut un vrai projet de recherche. Il faut du temps. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la mobilisation côté russe et sur la mobilisation côté ukrainien, en voyant aussi des manières proches dont on va par exemple formuler une revendication par rapport à l'État dans différents contextes, mais en voyant surtout cette grosse différence. Et je pense que pour l'instant, je ferais du charlatanisme si je vous disais, voyez, j'ai la bonne réponse, pourquoi est-ce que c'est différent. Mais il y a des éléments. Et alors les éléments que je pense saisir, ils sont par exemple géographiques. On n'y pense pas suffisamment, mais il y a un élément qui est quand même important. L'Ukraine est de la taille de la France, avec un réseau de transport assez développé, ce qui veut dire que quand une protestation émerge à Kiev, vous sautez dans un train, vous sautez dans un bus, vous prenez votre voiture, le lendemain, vous êtes à Kiev.
Vous voyez, la Russie est immense, avec un transport extrêmement défaillant, avec des temps de transport extrêmement longs entre les régions et Moscou déjà, et puis alors entre les régions entre elles, c'est le désert, et puis selon les saisons, c'est plus ou moins compliqué. En fait, la Russie est un archipel composé de plein d'îlots différents, et je dirais tellement éloignés l'un de l'autre, ne serait-ce que par les fuseaux horaires, que ce qui se passe dans l'un a peu de chance jusqu'à maintenant. Alors peut-être que là je me trompe, mais en tout cas, on n'a jamais observé une logique où ce qui partait de Khabarovsk, vous voyez, passait tout d'un coup quelque part jusqu'à Moscou. On a quand même des problématiques très différentes. On a d'autres choses qui sont très différentes. Pour moi, le fonctionnement économique compte pour expliquer cette capacité différente à la mobilisation. On a souvent décrit l'Ukraine comme oligarchique. Oui, effectivement, le champ économique a été un champ de confrontation entre des oligarques dont chacun s'appropriait une partie de la richesse nationale. Sauf que ces oligarques, comme le nom le dit, oligarques c'est plusieurs, vous voyez, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs et ils sont en compétition pour le pouvoir économique et politique également. Et donc, quand vous avez des Ukrainiens qui sortent dans les rues, par exemple, eh bien, il arrive que ce soit, je dirais, avec une mobilisation plus ou moins guidée par des forces politiques derrière lesquelles il y a un oligarque. Mais en tout cas, le contrat des citoyens avec le pouvoir est que quand ils sortent dans la rue, ils expriment un rapport de force et que le rapport de force peut être en leur faveur. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, en sortant dans la rue, ils ont réussi à obtenir en fait que la décision qu'ils contestaient, par exemple, ou que le pouvoir qu'ils contestaient soit non adopté ou renversé. Et aussi, ça a rendu ce fonctionnement politique très allergique à l'autoritarisme. Parce que comme vous avez toujours plusieurs acteurs en compétition, vous voyez, eh ben, ils sont toujours en compétition. Il ne faut pas qu'il y ait un acteur dominant. Et ce que je dis dans le bouquin, par exemple, vous voyez, les Ukrainiens ont réélu un seul président. Tous les autres n'ont fait qu'un mandat. Donc il y a eu une véritable alternance politique entre des acteurs pas forcément très, très sains tout le temps, mais alors qu'en Russie on a une question de ressources, une question de ressources accaparée par l'État. L'État s'est accaparé complètement le contrôle des ressources qui viennent essentiellement des ressources naturelles, de l'exportation des hydrocarbures et des matières premières. Et je dirais que le pouvoir russe tel que l'a construit Vladimir Poutine, mais même le pouvoir tel qu'il s'est construit dès la fin des années 1990, ne supporte pas la pluralité d'acteurs. Il faut que l'État contrôle, il faut que le centre contrôle, celui qui détient le pouvoir, contrôle le tout. Et ça a changé aussi les choses. Et je dirais, depuis les années 1990, pour terminer sur ce sujet, les Russes sont sortis dans la rue dans les années 90, largement, massivement, à plusieurs reprises, ont protesté, ont pris la parole dans l'espace public, ont écrit, ont été présents dans des médias d'opposition, sauf que, en fait, la réaction du pouvoir n'a pas toujours été la répression, mais a toujours été et reste toujours l'indifférence. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas à ce que demandent les citoyens, les décisions sont prises complètement en parallèle de la revendication citoyenne. Donc il y a une sorte de conviction ancrée dans l'histoire côté russe, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'une protestation ne peut pas porter. Et plus l'enjeu est grand, moins il y a de chances que ça porte. Une sorte de fatalisme, c'est ça que vous voulez dire ? Fatalisme, il y a un petit côté trait de caractère, et je pense que oui. Mais c'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire oui, c'est le fameux fatalisme. Mais c'est psychologique, c'est une notion psychologique, elle n'a rien à faire là. C'est ça. Je pense que c'est... Vous voyez, nous, on peut dire, en fait, qu'en termes de choix rationnel, si un Russe aujourd'hui calcule les coûts et les avantages anticipés du fait de sortir et de protester contre la guerre, il n'y a pas photo. Il a tout à fait avantage à se planquer et à attendre que ça passe, en espérant qu'on ne prenne pas un membre de sa famille à la guerre. Voilà. Je dirais que, quelque part, leur comportement est rationnel au vu des expériences historiques à l'aune desquelles ils évaluent en fait, leur capacité à peser sur le pouvoir. Alors, il y a une autre grande différence entre ces deux sociétés, c'est le rapport à la violence, puisque vous dites que vous rappelez effectivement quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que jusqu'à 2014, l'Ukraine n'a plus connu la guerre. Entre la guerre d'Afghanistan, que vous connaissez bien pour l'avoir aussi étudiée, et 2014, il n'y a pas eu de guerre, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Et vous rappelez aussi qu'il y a une banalisation de la violence dans la société russe, dont on a du mal à mesurer l'envergure aussi dans notre société. Mais là aussi, ce chapitre sur la violence était le seul qui n'était pas dans le plan initial. Et je me suis vraiment, vraiment beaucoup tâtée avant de l'écrire en me disant, j'écris pas, parce que c'est quand même, il est lourd d'affirmation. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle de ce poids de la violence dans la société russe, je pense qu'on fait déjà une hypothèse assez costaud pour expliquer la guerre actuelle. Je m'y suis quand même risquée. Alors, effectivement, donc côté ukrainien, on a une société qui n'a pas conduit de guerre avant la guerre dans le Donbass, mais qui n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis la Seconde Guerre mondiale.
Donc, vous voyez, ça a été une société dont l'armée a été constamment diminuée en effectifs, sous-financée et corrompue. C'est encore une autre histoire, mais en tout cas, quand on posait la question aux Ukrainiens, d'où, à votre avis, peut venir une menace militaire contre vous, ils répondaient de nulle part, quoi. Enfin, c'était vraiment la réponse qui arrivait en tête. Je ne pense pas que les Russes se sentaient menacés non plus, d'ailleurs, mais en tout cas, la différence, c'est qu'effectivement, la Russie, elle, dès la fin de l'Union soviétique, dès 1994, avec la guerre en Tchétchénie, elle conduit une guerre sur son propre territoire. Une guerre sur son propre territoire, avec en plus donc une partie très importante d'attaques contre les civils, de pratiques de violence contre les civils qui sont les citoyens de votre pays, contre les civils qui parlent votre langue. Et je dirais, ces actions-là ont duré pendant de longues années. On a 94-96, la première guerre en Tchétchénie, petite interruption, mais ensuite, vous voyez, 1999, ça reprend, et ça se termine officiellement en 2009. La fin de l'opération antiterroriste en Tchétchénie, c'est 2009. Et donc, pendant toutes ces années-là, vous avez des rotations de militaires sur le terrain, dont la pratique de contrôle et la violence contre les civils, dont jamais la responsabilité n'a été questionnée par la justice russe. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès d'un officier russe de la première guerre en Tchétchénie. Et encore, il n'a pas été condamné pour tout. Mais surtout, il y a aussi une absence totale de prise en charge du stress post-traumatique, qui est celui des combattants qui ont participé à cette guerre-là. Zéro. Après la première guerre en Tchétchénie, ces gens-là n'ont jamais bénéficié d'aucun soutien. Après la deuxième guerre en Tchétchénie, la politique de l'État russe vis-à-vis de ses militaires était que quand il y en avait un qui posait problème, on le virait de l'armée. Et donc comme ça, c'était plus leur problème. Donc c'était la seule forme de prise en charge. Il y avait de l'évaluation psychiatrique, mais comme soin, en fait, le licenciement était une méthode de soin. Ce qui veut dire que, vous voyez, ça a aussi diffusé et distillé dans la société russe. Aujourd'hui, on considère que déjà la totalité du corps officier, sauf les plus jeunes, sont passés par la Tchétchénie à un moment ou à un autre, ce qui peut expliquer un certain nombre de comportements sur le terrain. Et puis ceux qui combattent aujourd'hui en Ukraine, je dépasse un peu votre question, ceux qui combattent aujourd'hui en Ukraine sont aujourd'hui de deux générations. La génération des enfants des soldats de la première guerre en Tchétchénie, très exactement, parce que les Russes font leur premier enfant aux alentours de 23-26 ans. Donc ça correspond vraiment très très bien. Ou alors les anciens de Tchétchénie eux-mêmes, c'est-à-dire que les personnes mobilisées aujourd'hui qui ont la quarantaine sont de cette génération qui est passée par la Tchétchénie. Donc je dirais qu'on a un lien très direct. Vous voyez, c'est pas parti loin. Ça donne un rapport très différent à la fois chez ceux qui combattent sur le front, mais aussi chez ceux qui restent. Parce que tout le monde, bien évidemment, tout le monde n'a pas combattu en Tchétchénie. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui. Et puis tout le monde a été socialisé, je dirais, dans cette société où revenaient en fait les combattants de Tchétchénie avec les conséquences que ça peut avoir. Alors avant de donner la parole à la salle, parce que je pense que c'est aussi là-dessus qu'on va continuer notre discussion, la rupture c'est 2014, enfin très grosse rupture 2014, en 3 temps, Maïdan, la Crimée et le Donbass, et finalement qui déclenche la guerre, puisque le Donbass c'est le déclenchement de la guerre, ce que nous on a peut-être trop longtemps oublié. On a oublié que l'Ukraine était en guerre depuis 2014 en réalité. Ces 3 événements vous montrent que c'est évidemment une rupture pour les Ukrainiens, c'est une rupture aussi pour les Russes, que se met en branle tout ce que vous avez expliqué auparavant. Et je dirais qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, c'est la lecture que j'ai faite, j'ai l'impression que l'Ukraine devient une obsession pour la Russie. Une obsession et un problème, vous le dites à un moment, un problème interne d'une certaine façon. C'est compliqué parce que là, en fait, le risque est fort de regarder les événements du passé à partir de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, c'est très difficile de ne pas surinterpréter. Alors, les Ukrainiens seront vraiment pas d'accord avec moi et de moins en moins en ce moment. Mais moi, l'idée que j'essaie d'avancer, c'est que cette guerre ne trouve pas ses racines dans quelque chose, dans un conflit qui aurait mûri entre les sociétés et puis ça devait exploser. C'est-à-dire que ça pouvait ne pas arriver, c'est ça que vous voulez dire? Il n'y avait aucun élément, je dirais, dans le fonctionnement de la société russe et dans le fonctionnement de la société ukrainienne qui les préparait, qui rendait cette guerre inévitable. Juste avant l'annexion de la Crimée, quelques semaines auparavant, on demande aux Russes et aux Ukrainiens quel est leur sentiment vis-à-vis de leurs voisins, et il y a eu des instituts d'opinion publique qui ont fait ces enquêtes-là. C'est aux 3/4 des personnes qui répondent de la sympathie. Sympathie et sentiments amicaux. Vous voyez, il n'y a pas d'hostilité qui préexiste. L'hostilité commence à émerger à partir du moment où vous avez un pouvoir politique qui prend la décision d'annexer la Crimée et c'est là que ça vient, et que les Russes ne s'y opposent pas mais sont heureux.
voyez, le soutien de la population russe à l'annexion de la Crimée a été un choc immense. À l'époque, on appelait immense. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire modéré, parce qu'il y en a eu d'autres il y a eu une gradation quand même de choc. A été un choc pour la population ukrainienne. Parce que comment, en fait, une annexion d'une partie de votre territoire par la violence, et puis le début d'un grignotage du territoire via des insurrections armées, comment est-ce que vous pouvez soutenir ça, hein? Donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, une incompréhension qui s'est creusée. Les années de guerre, en fait, et l'indifférence des Russes à la guerre ont continuer à créer de la distance entre les Russes et les Ukrainiens qui ne se comprenaient plus. C'est-à-dire que chacun, vous voyez, quand, au sein de familles, par exemple, où vous avez des personnes des deux côtés de la ligne de front, quand on se parlait dans ces années-là, chacun pensait que l'autre était zombifié. Mais chacun pensait que l'autre était zombifié par ces médias. Il y avait encore l'idée derrière que si on lui explique vraiment, si on lui dit la vérité, il va comprendre. Et les Russes pensaient ça des Ukrainiens, et les Ukrainiens pensaient ça des Russes. Mais je pense qu'il y a eu vraiment un basculement. Donc, il y a eu effectivement une conflictualité entre les deux sociétés qui a grossi sur ces 8 dernières années. Mais l'agression de février 2022 a changé la donne. Quand Poutine agresse l'Ukraine en lançant l'invasion à grande échelle en février 2022, les Ukrainiens s'attendent néanmoins à ce que les Russes protestent. Voyez, parce que entre 2014 et 2022, la Russie n'avait jamais admis qu'elle participait à cette guerre qui se déroulait dans le Donbass. Donc pour les Russes, en fait, il se passait rien. Mais là, les Ukrainiens se disent, ils vont voir que les bombes sont en train de nous tomber dessus et que c'est eux qui envoient les bombes, et ils vont enfin renverser leur pouvoir. Et en fait, la non-réaction massive des Russes, qui a été interprétée comme une acceptation, donc déjà, ça a créé un choc immense. Et puis après, quand on a observer le fonctionnement de l'armée russe sur le terrain. Je dirais que ça a créé ce que j'appelle vraiment un gouffre. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont dans une lecture génocidaire de ce que les Russes sont en train de faire sur leur territoire. Et donc, vous voyez, quand on accuse l'autre du génocide, ça montre la profondeur du gouffre. Et du côté russe, ce que l'on observe aujourd'hui, le discours qui monte est un discours de diabolisation des Ukrainiens, et non pas un discours de prise de conscience. Même s'il peut y avoir des basculements là aussi, mais disons, voilà, le mouvement que l'on prend est celui d'un conflit qui n'est plus un conflit politique, qui n'est plus seulement un conflit militaire, mais qui est quelque chose qui a déchiré définitivement les sociétés. Bien. Eh bien, on va sur passer... cette note optimiste, c'est ça? Non, mais on va passer la parole à la salle, parce qu'il doit y avoir des questions, peut-être au-delà du livre, évidemment, bien sûr. Будь мені кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я, маяк, і якщо суть слова, то не суть, я стану м'якшим. Стань мені кимось, стань як хтось, кого майже достатньо, щоб спокійно дожити до ста. Я не атомна станція, квартира напівпуста, люстра Франція, і я під нею проста, блискуча, але не глянцева, без пози, без статі. Чекаю тебе на паркетному старті. Дома, дома, дома. C'est une évidence, mais nous, Européens, on dit, mais on a été complètement naïfs, hein, alors que Poutine mettait de l'armement aux frontières de l'Ukraine, et très longtemps. Alors, je ne comprends pas, moi, j'avoue que, je dirais, nous, on est vraiment tombés de haut, et il n'y avait pas tombé de haut, puisqu'il a mis de l'armement aux frontières, très vite, après le Donbass. Oui. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, on a très rapidement oublié, après l'annexion de la Crimée, ce qui se passait dans le Donbass. Et en fait, on a oublié l'annexion de la Crimée. Et je pense que c'était une sorte de test adressé par le pouvoir russe aussi aux pays occidentaux. C'est-à-dire, réagiront pas. Bon, non, en fait. Et donc, du coup, on peut aller de l'avant. Alors, pour ce qui est de l'armée russe aux frontières, je dirais que c'est une question un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a souvent décrit... Alors, je suis tombée dans le panneau comme les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Les observateurs ont souvent décrit Poutine comme un grand stratège.
Et donc, en fait, derrière chaque décision que l'on prend, on voyait un calcul extrêmement rationnel à trois étapes à venir où, en fait, il avançait ses pions parce qu'il savait exactement ce qui arriverait. Et donc, on a raisonné, et là, je suis tombée dans le même panneau que les autres, les mois et les semaines précédant l'invasion, quand les forces armées russes se sont massées sur la frontière, on nous a tous, qui travaillent sur la Russie, sur l'armée russe, sur cette guerre, posé la question, attaquera pas. Et tout le monde était là, attaquera pas. Alors, est-ce qu'on était idiots ? On n'était pas idiots. On raisonnait en termes on se mettait dans la tête du pouvoir russe et on se demandait quels sont les coûts d'une attaque armée et quels sont les avantages à en tirer. Et quel que soit le côté par lequel on le prenait, il y avait énormément de risques et quasiment pas d'avantage à attaquer militairement l'Ukraine. On savait que l'armée ukrainienne n'était pas ce qu'elle avait été en 2014, que la société n'accueillerait pas Poutine avec les bras ouverts, que le territoire était vaste comme celui de la France, on n'envahit pas avec ce corps armé-là un territoire comme ça, que le gain sur la scène internationale était nul, que la Russie avait déjà atteint quasiment tout ce qu'elle voulait atteindre dans la guerre dans le Donbass, en fait, en déstabilisant durablement l'Ukraine, etc., etc. C'est-à-dire qu'on déroulait, tous les arguments, et en fait, selon tous les arguments, il n'était pas rationnel qu'il attaque. Donc en fait, ça nous sert de leçon sur les rationalités qui ne s'appuient pas uniquement sur des questions de coûts et d'avantages. Où en fait, il y a des projets qui méritent des sacrifices. Dans nos sociétés, on n'est pas prêt au sacrifice. Donc on a du mal à envisager qu'un leader politique, par exemple, accepte de sacrifier une bonne partie de son peuple, une bonne partie de son économie, parce que la grandeur du projet le justifie. En l'occurrence, là, on est dans une logique comme ça, et je pense que si on raisonne comme ça, on fera moins d'erreurs. Moi, j'ai une question sur notre capacité ou votre capacité en tant que chercheur à analyser la société russe dans sa complexité, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Kremlin lui-même s'est pas mal coupé un certain nombre d'outils pour comprendre la société elle-même. Et donc, est-ce que c'est une boîte noire ? Est-ce qu'on peut savoir des choses un peu solides sur ce que pensent les Russes ? Alors, l'avantage de la société russe, c'est que c'est une boîte noire qui fuit, avec des joints de mauvaise qualité. Effectivement, on ne peut plus faire d'enquête de terrain en Russie. Certains d'entre nous ne peuvent plus y aller, et ceux qui peuvent y aller, à part mettre en danger les personnes auxquelles ils parlent, ils ne risquent pas forcément d'avoir grand-chose. Donc on a des sources très indirectes, et c'est très embêtant. Même sur le Kremlin, on a encore des sources, mais c'est des sources indirectes, alors qu'avant, on pouvait parler effectivement à des fonctionnaires, il y avait des insiders qu'on pouvait mobiliser. Néanmoins, il y a des choses que l'on peut savoir, notamment parce que, je dirais, par exemple, pour moi, il est beaucoup plus compliqué de savoir ce que devient la société ukrainienne aujourd'hui, qui pourtant, paradoxalement, est ouverte, que la société russe, parce que la guerre n'est pas sur le territoire de la Russie. Et donc, en fait, il y a des sortes de logiques sociales. Les places sociales sont toujours celles qu'elles étaient il y a un an. Les hiérarchies et les logiques et le fonctionnement économique sont les mêmes qu'il y a un an, alors qu'en Ukraine, tout a été bouleversé. Le quotidien, vos revenus, votre place dans la société, ce que vous faites professionnellement, tout a été complètement bouleversé. Donc, la Russie, on peut savoir un certain nombre de choses. On ne regarde plus les enquêtes d'opinion publique. On regarde un peu les variations. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous donnent des éléments. Par exemple, la question « Soutenez-vous la guerre ?» n'a aucun intérêt. En revanche, la question « Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour commencer les négociations ?» ça, c'est pas mal. Ça nous donne des choses. Puis, de manière qualitative, on a encore des outils pour saisir ce qui se passe. La question est « Est-ce qu'on veut nous entendre ?» Et là, par exemple, dans la société française, c'est mon énervement du moment. Je dirais, plus notre condamnation de ce que fait la Russie est grande, plus on va avoir des discours simplificateurs sur le pays. La population zombifiée, le pouvoir totalitaire, les milices surpuissantes. Et en fait, je dirais, encore plus qu'à l'époque soviétique, notre peur nous amène à acheter des réponses simples plus volontiers que des réponses complexes. Or, les réponses sont forcément complexes. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'introduire de la nuance, de comprendre un peu plus finement ce qui se passe. Et il y en a plus que jamais besoin, parce que justement, on a besoin d'anticiper ce qui se passe demain. Moi, je suis pas désespérée. Je pense que sur la société russe, il y a encore moyen. Je vais essayer de faire le lien entre les deux questions auxquelles vous avez répondu. Alors, je reviens sur la notion de sacrifice. Je me souviens avoir lu l'interview d'un militaire au gradé en France qui soulignait ce que vous disiez. Poutine n'hésite pas à sacrifier, alors que nous, armée française, par rapport aux stratégies sur le terrain et au moment où on a beaucoup parlé au tout début, où on parlait des Wagner, il a dit, mais nous, on n'est pas du tout les armées occidentales dans cette logique-là. On protège nos soldats. On ne cherche pas à les sacrifier. Ça, c'est un point. Et pour en venir aux négociations, justement, dans la société russe, s'il y a des enfants, il y a des mères. Je pense que vous avez étudié la question.
est-ce qu'elles arrivent à faire passer quelque chose? Est-ce qu'elles arrivent à dire quelque chose, à le montrer par rapport justement à toutes ces vies sacrifiées, pour aboutir à des négociations évidemment après, en suivant? Oui, il y a deux questions qui sont un petit peu différentes. Sur la question de, effectivement, la logique dans laquelle on envisage l'action de son État et l'action de ses forces armées sur le terrain. Je dirais que sur la première phase de la guerre, la Russie a fait un peu comme nous aurions fait, en appelant cela une opération militaire spéciale, vous voyez, et non pas une guerre. Et qui dit opération militaire spéciale, il y a une idée, vous voyez, un peu chirurgicale là-dedans. On laisse ça aux professionnels. Et donc, en fait, ne vous préoccupez pas de ça. Un peu comme les opérations que nous menons, on considère qu'on n'a pas à se préoccuper. On peut condamner, ne pas condamner, mais en tout cas, on considère que c'est pas à nous de prendre les armes pour aller intervenir dans ces opérations-là. On a effectivement changé de logique. Moi, c'est pareil. Je m'attendais pas à ce que la mobilisation vienne aussi vite de la population, parce qu'avec la mobilisation de la population, on a complètement changé de logique. Et aujourd'hui, le discours du pouvoir russe est de dire « nous sommes menacés ». C'est une nouvelle Seconde Guerre mondiale. Pour eux, c'est une nouvelle Seconde Guerre mondiale. Ce que je lis comme réaction, c'est que, en fait, ils ne combattent pas aujourd'hui contre l'Ukraine, ils combattent contre l'Occident collectif et notamment les armées surpuissantes de l'OTAN. Et donc, il y a par exemple des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux russes sur ouais, de toute façon, les gens qui sont sur le front m'ont dit que sur le terrain, on n'entend parler que anglais, et puis il n'y a que des noirs, vous voyez, dans les combattants. Donc, il y a cette idée que en fait, la guerre mondiale est déjà là et que donc c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre les Russes. Alors, posons-nous la question. Vous voyez, si la question était posée comme ça, enfin, si nous étions convaincus de ça, quelle serait notre réaction et notre volonté d'envoyer ou non, en fait, nos enfants se sacrifier pour l'intérêt général, pour la survie du pays, pour le bien. Et donc, ça change un peu les choses. Cette conviction, en tout cas présente chez ceux dont les proches sont partis, elle est pour l'instant assez forte. Et je pense que c'est aussi une réaction de défense psychologique. C'est-à-dire que si on a laissé son mari ou son fils partir, il vaut mieux se dire qu'il est parti en héros plutôt qu'il est envoyé comme chair à canon. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez des proches, tout au long des guerres en Tchétchénie, vous avez des proches qui prennent la parole. Alors, moi qui ai travaillé sur les mères de soldats dans les années 90 et 2000, en fait, je me suis fait une réflexion récemment en lisant, je lis beaucoup en fait, je lis et j'écoute les proches démobilisés, en me disant, mais c'est exactement le même discours. C'est exactement le même discours que lors des guerres en Tchétchénie, en disant, je ne suis pas contre le fait que mon fils fasse son devoir d'homme et de citoyen, mais faites que ce soit dans de bonnes conditions, qu'il soit entraîné, qu'il soit équipé, que la légalité soit respectée, etc. La différence, c'est que dans les années 90 et 2000, vous aviez des ONG qui représentaient ces mères, les comités des mères de soldats, et qui pouvaient prendre la parole en public pour dire « nous sommes contre cette guerre, elle nous paraît une guerre injuste ». Ça, c'est impossible dans la Russie d'aujourd'hui. Toute critique de la guerre est pénalement punie. Même le fait d'utiliser le terme guerre est déjà passible d'une amende. Déjà, dire que ça ne se passe pas bien sur le terrain, c'est un petit peu dangereux. Mais dire que la guerre est injuste vous met directement sous le coup d'une poursuite pénale. Ça change la donne. Madame, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du monde slave. J'ai essayé de le comprendre, d'abord en remontant très loin dans le temps, et en particulier de relire le voyage du marquis de Custine, de 1839, l'époque de Nicolas Ier. Et déjà, il montre que la violence et le despotisme est inhérent au gouvernement russe. Et j'en ai la preuve, hein, ça va d'Ivan le Terrible à la mort de Staline, voire au-delà. Ce pays, d'après moi, c'est le pays du secret depuis toujours. Et je dirais même le pays du mensonge permanent. Du mensonge permanent. Et à partir de là, ça pour vous qui êtes d'origine slave, ça vous est gênant de le dire. Mais relisez Custine, 1839, Nicolas Ier. Et vous avez une continuité dans cette histoire russe que l'on peut faire remonter à Ivan le Terrible. C'est une histoire atroce. Et quand vous parlez aussi de si l'époque soviétique a créé une proximité forte entre les deux sociétés, mais les grandes famines, évidemment, qui ont fait 3 ou 4 millions de morts en Ukraine à l'époque de Staline. Mais c'est horrible tout ça. C'est un vrai génocide. Vous le savez comme moi. Votre histoire du peuple slave est une histoire terrible. Je dis peut-être la plus terrible de toutes. Ça, c'est mon point de vue. J'en ai parlé avec un ancien professeur d'université qui faisait l'histoire contemporaine. Il a été d'accord avec moi. C'est une histoire terrible. Le stalinisme en est le paroxysme. Et Poutine, à côté, n'est qu'une succédanée, quelque chose... Vous voyez, et ça, vous ne l'avez pas montré, cette histoire du peuple russe. Alors, cette histoire-là, je ne l'ai pas montrée,
parce que d'autres collègues le font beaucoup mieux que moi et que je ne suis pas compétente sur le sujet. Vous voyez, moi, je suis basique sociologue. Je ne peux parler de choses que je ne peux saisir qu'à partir du contemporain. Donc, je vous conseille l'excellent livre de l'historien autrichien Andreas Kapler, où il y a frères aussi dans le titre, ça s'appelle Frères inégaux. Et ça, c'est toute l'histoire des relations russo-ukrainiennes. Il est génial. Heureusement que j'ai pas écrit celui-là parce que franchement, lui, il le fait avec brio. Alors, ce qui est intéressant pour moi, de mon point de vue en tant que sociologue, c'est que bien évidemment, vous voyez, et ça, je le prends en compte, quand on prend une famille russe ordinaire et une famille ukrainienne ordinaire, dans l'histoire des deux, de génération en génération, en fait, c'est une succession d'épisodes de grande violence où l'État a essayé de vous passer dessus comme un rouleau compresseur. Bien évidemment, rien que sur le XXe siècle, pas besoin d'Ivan le Terrible. Vous voyez, le XXe siècle, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Vous avez la Révolution, les guerres civiles, les répressions staliniennes, la Seconde Guerre mondiale, les répressions staliniennes, la guerre en Afghanistan, les années 90 où tout se perd, la Tchétchénie, enfin voilà. Donc, quelque part, les périodes où ça va bien sont un intermède. De là à dire que c'est foutu, vous voyez ? Je sais que vous ne l'avez pas dit, et je ne vous l'attribue pas, mais je veux dire que ça surdétermine ce qui se passe dans le présent. Je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut ajouter, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce passé, hein ? Et dans les années 90, dans les deux sociétés, on avait le même message, il faut que ça s'arrête. Tout ça est condamnable, il faut qu'on redevienne, et c'était le discours qu'on avait en Russie et qu'on avait en Ukraine, il faut qu'on redevienne un pays normal. Non pas un grand pays, mais un pays normal, c'est-à-dire là où on peut vivre de sa naissance jusqu'à sa mort, à peu près en paix. Et dans les années 70, toute la culture de masse, par exemple soviétique, était sur cette idée de normalité, hein, de la vie normale, de la vie paisible. Ce qui va faire, par exemple, la différence entre la Russie et l'Ukraine, c'est que l'Ukraine a gardé des traces de violence extrêmement importantes. Et ça, j'en parle un petit peu dans le bouquin. Vous voyez, par exemple, la violence carcérale en prison, en Russie et en Ukraine, c'est pareil. C'est quasiment pareil. Quelle est la différence ? La différence, c'est qu'en Russie, c'est un mode de gouvernement et qu'on ne laisse plus les ONG étrangères, les observateurs, les défenseurs des droits de l'homme arriver dans les prisons pour dénoncer, alors qu'en Ukraine, eh bien, il y a l'idée que quand on découvre un truc horrible, pour la société, c'est un dysfonctionnement. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la violence d'État exercée par l'État au sein d'une institution d'État est un dysfonctionnement et que cette conviction est partagée par la société, la violence est toujours là, mais il y a quelque chose qui change fondamentalement. Et ça explique que, par exemple, vous voyez, la société ukrainienne a été en guerre sur ces 8 dernières années, avant l'invasion massive de février. On se posait la question, pendant toutes ces années, on a été très vigilants parce qu'on nous a beaucoup posé la question, est-ce que la société s'est militarisée ? Vous voyez, est-ce qu'il y a eu une sorte de montée de violence parce qu'il y avait des combattants et parce qu'il y avait une guerre sur le front ? En fait, non. Non. Bien évidemment, mais si vous voulez, les signes de militarisation, bien évidemment qu'elle était là, mais la société civile, elle, n'était pas militarisée au sens où, par exemple, en politique, vous voyez, et l'élection du président Zelensky en est une illustration, c'est pas un général qui est arrivé au pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire que les logiques militaires n'ont pas supplanté les logiques civiles. Il y a eu effectivement des violences exercées par des anciens combattants, mais là, une fois de plus, on avait très rapidement la société qui réagissait, qui disait c'est pas normal. Vous voyez, on a quelque chose. Il y a eu des effets de la guerre, mais de militarisation de la société, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. D'ailleurs, il n'y a pas eu non plus de militarisation de la société russe, mais par contre, voilà, la gestion de la violence est un petit peu différente. Voilà, je pense que dans le contemporain, on a des éléments qui nous permettent de dire que les évolutions politiques que l'on suit et les normes auxquelles on se réfère peuvent compter et peuvent avoir des effets sur le terrain. Il y a une question ici, Anna. Bonsoir. Déjà, merci pour cette conférence très intéressante. C'était pour reprendre parce que tout à l'heure, vous parliez en réponse à une question qu'il y avait eu une mécompréhension de la politique sur la décision de lancer la guerre par Poutine, qui avait une mauvaise clé de raisonnement je ne trouve pas mes mots, mais de décryptage du fonctionnement de l'appareil d'État russe. J'imagine que forcément, ça a amené des interrogations. Et tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait une idée d'escalade, en tout cas dans la violence, dans l'animosité du côté russe. Est-ce que vous aviez trouvé justement de nouveaux clés de décryptage justement de cette société ? Bon, j'imagine forcément, mais est-ce que vous savez si cette animosité va continuer de monter, j'imagine dans l'immédiat, mais est-ce qu'il y a des scénarios plus probable que d'autres sur la poursuite de ce conflit ? Sincèrement, c'est compliqué, parce qu'on est dans une guerre, on a des effets de surprise, on en a déjà eu à plusieurs reprises,
Et donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos effets de surprise pour le meilleur et pour le pire, j'aurais tendance à dire. Dans la mesure où, justement, rentrent là-dedans des jugements qui deviennent de moins en moins rationnels et de plus en plus empreints de sentiments forts, que ce soit au moment de la prise de décisions politiques ou sur le terrain de la part des combattants. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut suivre aujourd'hui. Je trouve que c'est une logique intéressante. Vous voyez, on a tendance, en utilisant un parallèle avec nos sociétés européennes et plus largement occidentales, à survaloriser et à avoir des attentes très importantes vis-à-vis de la réaction, je dirais, du peuple ordinaire. La protestation de rue, est-ce que les citoyens vont faire ceci ou cela, est-ce que les familles vont faire ceci ou cela. Et je pense que ça ignore un peu la manière dont la société russe est structurée, et ça ignore notamment une couche sociale extrêmement importante, qui sont les élites de niveau intermédiaire, qui sont elles-mêmes complètement confrontées à la guerre. Alors quand je dis élite de niveau intermédiaire, je parle du chef d'administration locale jusqu'au gouverneur de région, sans même remonter jusqu'au niveau des ministres, mais là aussi il se passe des choses. Par exemple, le pouvoir russe a délégué complètement la gestion de la guerre et notamment la gestion de la mobilisation aux régions et aux gouverneurs des régions, qui sont des autorités civiles, qui n'ont aucune autorité sur les décisions militaires, mais qui pourtant semblent être complètement responsables de la manière dont les citoyens russes sont équipés, préparés, envoyés sur le front, et de la manière dont la guerre est conduite. Donc vous avez, par exemple, des mécontentements qui commencent à surgir dans ces catégories-là. Vous avez des autorités militaires de niveaux différents qui, elles aussi, notamment celles qui sont un peu militaro-civiles, par exemple, vous voyez, les bureaux de recrutement, les commissariats militaires, qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'on leur demande de faire et qui, disons, en faisant tout bêtement le calcul coût-avantage, trouvent que c'est toujours très coûteux de protester contre le pouvoir, mais ça devient de moins en moins avantageux de le suivre. Vous voyez, l'estimation des coûts et des avantages de la loyauté sont en train de bouger. Ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolution de palais. Mais vous voyez, par exemple, si la révolution de palais a lieu, le basculement des élites de niveau intermédiaire peut intervenir assez vite, parce que ces mécontentements-là, ils montent. Les Russes qui ont des positions de pouvoir aujourd'hui, des petites positions de pouvoir, des moyennes positions de pouvoir, tiennent énormément à la stabilité, et notamment à la stabilité de leurs revenus, de leur carrière et des perspectives d'avenir pour leurs enfants. Vous voyez, on ne parle pas ici de valeur, on ne parle pas de « oh mon Dieu, c'est affreux ce qu'il est en train de faire ». Pas du tout. On parle vraiment de calculs extrêmement basiques. Or, tout ça, ils sont en train de le perdre à grande vitesse. Ils sont en train de perdre ce pourquoi, en fait, ils soutenaient le pouvoir en place. Donc, pour l'instant, c'est trop dangereux de prendre la parole, mais c'est une dynamique à observer. Et on observe notamment, et ça fait partie des choses que moi j'essaie de voir, les petits sabotages doux sur le terrain. Vous voyez, le manque de zèle, non, en fait, on ne va pas en recruter tant que ça, la lenteur à exécuter des décisions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de résistance du terrain qui ne passe pas par le russe ordinaire, mais qui passe par le russe un petit peu moins ordinaire. Et résistance un peu passive, on pourrait qualifier entre guillemets passive. Qui ne mettent pas les gens en danger. Pour l'instant, on en est là. Une dernière question, Anna. Merci beaucoup pour votre exposé. Ma question, elle est simple, c'est quelle est selon vous la responsabilité spécifique de Vladimir Poutine depuis 25 ans dans ce qui se passe aujourd'hui? Ou pour l'exprimer autrement, si demain Vladimir Poutine n'est plus là pour des raisons naturelles ou non naturelles, s'il est éliminé, est-ce que les choses changent fondamentalement ou pas? Alors, c'est deux questions différentes en réalité. C'est-à-dire que votre première question sur la responsabilité, c'est en fait, est-ce que Poutine a manipulé la société russe et l'a entraînée derrière lui, ou est-ce qu'il n'a fait que suivre des dynamiques qui étaient déjà présentes dans la société? Et ça, c'est une question verte. C'est une question verte. C'est-à-dire, est-ce que Poutine est l'émanation d'une société qui aurait... je n'ai pas de réponse à celle-là. C'est un vrai débat intellectuel que notamment les chercheurs et les intellectuels russes ont aujourd'hui avec une immense véhémence. Grosso modo, est-ce que la Russie ressemble à Poutine? C'est ça la question. Alors, à votre deuxième question, j'ai la réponse en revanche. Je pense qu'effectivement, la disparition de Poutine, tout comme par exemple l'arrêt de la propagande, si demain l'ensemble des Russes étaient informés complètement de ce qui se passe sur le terrain, il n'est pas certain que ça suffise, en effet. Le Kremlin a utilisé un certain nombre de valeurs, de perceptions, de convictions qui étaient installées depuis des années maintenant et donc assez profondément ancrées. En revanche, je pense qu'effectivement, la sortie de Poutine du jeu peut changer complètement l'équilibre des coûts et des avantages pour ceux qui l'entourent. Voyez, à mon sens, aujourd'hui,
le nombre de ceux qui sont perdants dans cette guerre, dans les élites politiques, est supérieur au nombre de ceux qui sont gagnants. Mais aussi, je dirais, la voie de sortie n'est pas très claire. Les élites russes savent aujourd'hui que ce qu'ils font les met sous sanctions occidentales, mais chacun pour lui-même ne sait pas trop quel serait son destin au cas où la guerre s'arrête. C'est-à-dire, est-ce qu'il est toujours puni parce que, ayant collaboré à cette guerre, ou est-ce qu'il y a une voie de sortie pour lui, une voie de récupérer sa villa sur la côte d'Azur, etc. Donc, vous voyez, ça risque de changer les équilibres. Et effectivement, alors c'est vrai que le bulletin de santé de Poutine est quand même scruté depuis... il n'a pas de bulletin, il n'a que des bulletins visuels. Scruté depuis des années. On lui a trouvé toutes les maladies possibles et imaginables. Il était censé mourir en 6 mois, mais vraiment depuis au moins 10 ans. Mais il est vrai qu'il atteint complètement l'espérance d'âge du russe moyen et qu'il est soumis à un stress certain. Voilà, tout le monde est soudainement mortel et il y aura forcément un après-Poutine. Je pense que les élites sont déjà en train depuis longtemps, depuis 2020, en fait, l'après-Poutine est en train d'être négocié et les cartes sont en train d'être rebattues. Il n'y a pas suffisamment de petites souris au Kremlin, mais bien évidemment, l'après-Poutine ne sera pas démocratique parce que, en fait, les institutions politiques ont été très grandement détruites. Mais l'après-Poutine dépendra beaucoup de la manière dont cette guerre se terminera. Enfin, le régime politique dépendra beaucoup de la manière dont la guerre se terminera. Une toute dernière question, toute petite. Non, j'ai une question sur le côté frère. Qu'est-ce que ça dit, cette guerre, de ce que c'est la société russe, de son étranger proche, justement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une fraternité un peu asymétrique, puisque finalement, que savent les Russes de l'Ukraine, de l'Asie centrale ? Est-ce qu'ils le voient par rapport à ce qu'ils considèrent comme étant leur héritage culturel commun ? Ou est-ce qu'ils reconnaissent une spécificité à cette société-là aussi ? Alors, ce n'était pas une petite question, c'était une énorme question parce qu'elle nous ramène, mais j'annonce juste la couleur et je vais vous laisser sur votre faim. Elle nous lance dans un débat qui est extrêmement vif aujourd'hui dans la communauté académique, je dirais, qui travaille sur cette zone, sur la pertinence de ce qu'on a rejeté pendant très très longtemps, à savoir une lecture coloniale de la relation de la Russie à ses voisins. On a souvent dit que non, l'Union soviétique, ça ne pouvait pas être considéré comme une colonie, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dynamiques qui ont beaucoup de points communs avec des dynamiques post-coloniales d'une métropole qui ne veut pas lâcher ses colonies. Et pour un certain nombre de chercheurs, la guerre aujourd'hui est une guerre coloniale. Alors, pas forcément de décolonisation, puisque ce n'est pas l'Ukraine qui l'a lancée. Cette lecture-là pourrait nous aider à voir un certain nombre de choses sur le lien entre celui qui se dit le grand frère du petit frère et en fait la relation est peut-être un peu différente. Merci 1000 fois Anna qui dédicace son livre évidemment si vous le souhaitez. Merci beaucoup. L'ouvrage de Anna Colin-Lebedev, Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mardi 13 décembre 2022 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Pojedemo dalsze, myście nie znają.